Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui. On va voir comment sa compagnie aérienne a réduit de 50% ses émissions de CO2 depuis 2019. Et puis on va se poser cette question, c'est quoi un avion éco-responsable? Pour notre débat, on va découvrir le lauréat du prix du livre environnement, Guillaume Pitron. Il publie L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Il discutera avec Arnaud Rérol, le patron de l'Eco, entreprise qui accompagne les sociétés dans leur transformation digitale. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est Héliosand qui veut décarboner l'industrie avec ses fours solaires. Transport aérien, numérique responsable, décarbonation de l'industrie. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en visioconférence, en duplex de Tahiti. C'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question de présentation, tiens, pour commencer. Présentez-nous votre compagnie aérienne, combien d'avions, combien de salariés, combien de voyageurs transportés chaque année? Oui, bonjour. En fait, Air Tahiti Nui, c'est une petite compagnie. C'est 4 avions, à peu près 640 salariés. Et cette année, là, on sort de la Covid et sur l'exercice 2022, on devrait finir autour de 450 000 passagers transportés. Donc, c'est pas énorme. Et ça, c'est encore un peu moins, beaucoup moins qu'avant l'épidémie de Covid? Alors, beaucoup moins non, puisqu'on est revenu, la Polynésie est en plein boom touristique, donc on est revenu pratiquement à la fin de l'année, on sera revenu à 90% de l'activité en référence à 2019, sachant qu'il y a une route qui n'a toujours pas été ouverte, c'est celle du Japon. Les autres ont été réouvertes, puisqu'on vole régulièrement vers Los Angeles, Paris et Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors on a vu s'afficher brièvement ce chiffre de vos émissions de CO2, moins 50,4% par rapport à 2019. Comment vous arrivez à un tel résultat? Qu'est-ce qui a été fait pour faire baisser à ce point les émissions de CO2? Alors, la première chose déjà, c'est que la référence à 2019, on a moins volé à cause de la Covid, puisque le pays a été ouvert, fermé, rouvert. Mais on a quand même, par rapport à 2018, qui est une année intéressante pour nous, puisque c'était le changement de flotte. Alors le changement intégral de flotte, nos 4 avions, on l'a renouvelé avec des avions modernes de nouvelle génération. Ce qui fait que, ne serait-ce que par ce biais-là, nous avons réussi à réduire notre empreinte carbone juste sur les appareils d'à peu près 30%, par le jeu de la consommation, puisque la flotte est dotée ce sont des 787 Dreamliner, des Boeing Dreamliner. C'est aujourd'hui l'avion long courrier, je dirais, de plus petite taille, puisque c'est un avion de 300 sièges, qui est entièrement en composite, donc plus léger, et qui sur les routes que nous opérons, puisque nous faisons que du long courrier, voire de l'ultra long courrier. Donc ce sont des routes sur lesquelles c'est l'avion le plus économe. Et rien que par ce biais-là, nous avons une économie très importante. Ensuite, effectivement, nous avons adopté des modes alors sur le pilotage et ce qu'on appelle un peu le pilotage éco-responsable, c'est-à-dire avec des logiciels pour les pilotes pour optimiser les routes qui consomment le moins. Pareil, lorsqu'on est sur le taxi, on est sur un moteur plutôt que 2, c'est-à-dire au roulage, le tractage, on essaie d'optimiser le tractage. Il y a toute après, je ne vais pas rentrer dans trop de technicité, mais il y a toute une procédure qui est aujourd'hui adaptée par beaucoup de compagnies, adoptée par beaucoup de compagnies sur effectivement des méthodes de pilotage qui à la fin de l'année réduisent énormément la consommation et l'empreinte carbone qu'on peut laisser. Alors il y a un autre aspect, pardon de vous interrompre, il y a un autre aspect, vous travaillez aussi avec une start-up néo-zélandaise qui s'appelle Carbon Click. Qu'est-ce qu'elle propose comme service et donc qu'est-ce que vous proposez à vos voyageurs, à vos clients? Alors Air Tahiti Nui, très tôt, nous avons adopté
Alors que ça n'était pas obligatoire, nous avons adopté, vous savez, les préconisations d'IATA et de l'OACI sur ce qu'on a appelé Corsia qui vise à la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bon pour réduire l'empreinte carbone et la compensation carbone, on l'a adopté. Donc Carbon Click fait quoi? Carbon Click, c'est une start-up néo-zélandaise, effectivement, qui nous permet d'offrir à nos clients de la compensation carbone par rapport à leur vol. Et donc, nous, on complète, c'est-à-dire que par rapport à la somme que décident de verser, on la complète, et c'est destiné à de la reforestation. Alors c'est vrai que malheureusement aujourd'hui on n'a pas de programme en Polynésie, c'est ce qu'on aimerait, parce qu'en fait il y a un processus un peu complexe où il faut que le demandeur, en fait le receveur, c'est-à-dire celui qui va bénéficier des fonds, soit agréé par des organismes spécialisés, préconisés par la IATA. Donc à ce jour ils sont en Nouvelle-Zélande, alors c'est de la reforestation en Nouvelle-Zélande, mais on ne désespère pas d'avoir des programmes de reforestation en Polynésie française. Mais vous aidez quand même, vous avez des programmes de protection de l'environnement et de la biodiversité en Polynésie? Ah oui, bien sûr, mais ça c'est en dehors des programmes IATA. Nous, de par notre rôle un peu d'ambassadeur de la Polynésie et dans notre ADN, en fait, c'est la promotion touristique du pays. On favorise également beaucoup d'associations, notamment des associations qui replantent du corail. Des associations qui font de la recherche contre le réchauffement climatique. Alors, ce sont souvent des associations locales en Polynésie, mais nous sommes partenaires de pas mal d'associations. Nous avons participé, notamment, nous avons été un des sponsors de la Blue Climate Initiative, qui s'est déroulée cette année en avril-mai, qui a vu se réunir en Polynésie des sommités mondiales en termes de recherche contre le réchauffement climatique et autres. Et donc, nous participons toujours très activement à ce type d'événement. Alors, pendant que vous nous parlez, on voit ce titre qui s'affiche, un avion éco-responsable. Est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'il y a des efforts que votre compagnie fait, que le secteur aérien est en train de faire, mais le transport aérien, ça reste quand même un mode de transport particulièrement polluant. Ça veut dire quoi pour vous, un avion éco-responsable? C'est la technologie aujourd'hui qui va réduire. C'est entre un avion qui a été fait il y a 30 ans et un avion aujourd'hui. Les efforts, la technologie a beaucoup évolué. On a confiance. En fait, les émissions carbone se réduiront effectivement par l'effort des compagnies. Bon, c'est quand même l'industrie aéronautique, c'est la seule qui s'est engagée vraiment sur une réduction complète de ses émissions carbone à l'horizon de 2050. Il n'y a pas d'autres industries, à ma connaissance, qui sont engagées. Ne serait-ce que l'industrie numérique. Là, on est en train d'utiliser, vous savez, vous faites une interview via Skype et via un téléphone portable, donc via l'Internet. L'aérien, c'est entre 2 et 3% des émissions carbone. Le petit outil que je suis en train d'utiliser, le téléphone portable, c'est 6%. Enfin, l'Internet et le numérique, c'est 6%. C'est le double de l'aérien. Je n'ai pas entendu que les opérateurs de téléphonie s'étaient engagés sur le même niveau d'effort. Non, il y a quand même des opérateurs qui sont en train d'y travailler. On a d'ailleurs fait beaucoup d'émissions sur le numérique responsable. Puisqu'on parle technologie, la technologie d'avenir la plus prometteuse pour vous, pour le transport aérien, c'est quoi? Est-ce que c'est l'hydrogène? On en parle souvent. Est-ce que c'est les biocarburants? Sur quoi vous voudriez miser ou mettre le paquet en quelque sorte? Aujourd'hui, les recommandations de l'industrie et de l'IATA, on les suit, et c'était le thème de la dernière Assemblée Générale, c'est les biocarburants, l'hydrogène bien sûr, l'électricité, mais ça va prendre du temps. Cette technologie, j'ai confiance dans l'expertise, dans la technologie humaine, mais ça prendra du temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on appelle le SAF, les carburants alternatifs, les biocarburants, c'est ce vers quoi on essaie de s'orienter dans l'industrie. Alors le problème après, c'est que nous, on est en bout de chaîne, on est l'utilisateur. En amont, il faut organiser la production, et la distribution, le stockage et la distribution. Donc ça va impliquer beaucoup d'acteurs, et c'est là où le rôle des États sera important pour favoriser effectivement cette possibilité. Typiquement en Polynésie, on ne peut pas encore se fournir en biocarburant. Il n'y a pas d'offre, absolument pas d'offre, il n'y a pas de production non plus. Donc ça fait partie des challenges qui seront relevés, qui devront être relevés au niveau des grands États, pour montrer l'exemple.
Une dernière question sur ce contexte inflationniste, notamment sur l'énergie. Est-ce que ça vous oblige à augmenter le prix de vos billets? Comment vous réagissez à ça? Alors, nous, pour le moment, augmenter le prix des billets, on n'a pas trop pu. Parce qu'en fait, la Polynésie, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est une destination qui attire énormément de tourisme. Avec la fermeture de l'Asie, on a vu un afflux de nouvelles compagnies aériennes qui se sont intéressées à la destination, notamment les compagnies américaines. United Airlines, on annonce Delta Airlines. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de surcapacité, de sur-offre. Depuis 2019, il y a 45% d'offres en plus sur la destination. Ce qui fait que la concurrence nous a empêché de passer de la surcharge carburant. Donc aujourd'hui, oui, le carburant, pour nous, pèse pour un tiers de nos charges, mais c'est nous qui l'absorbons. Donc on n'a pas augmenté, il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs à destination de la Polynésie. Merci beaucoup, merci Michel Monvoisin. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le livre Environnement 2022 à l'honneur. Justement, on va parler de sobriété numérique. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Guillaume Pitreau, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste, réalisateur, auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, publié aux éditions Les Liens qui libèrent, et lauréat donc de ce prix environnement remis par la Fondation Veolia. Félicitations. À vos côtés, Arnaud Rérol, bonjour. Vous êtes le président de l'ECO. Tiens, je commence avec vous. C'est quoi l'ECO ? L'ECO, on est une équipe d'une trentaine de personnes. On accompagne les entreprises vers des pratiques de travail numériques plus tenables dans la durée, c'est-à-dire plus sobres, plus efficaces et qui respectent le bien-être aussi des équipes. Et pour cela, on les conseille, mais on apporte également une plateforme qui leur permet de mesurer notamment leurs émissions carbone, les émissions carbone de leurs usages de travail. Ouais. Et vous êtes au bon endroit, puisqu'on va parler sobriété numérique, notamment dans ce débat. Guillaume Pitron, le point de départ de votre enquête, donc, c'est ce geste qu'on fait tous, là, le fait de liker un post sur les réseaux sociaux, un pouce levé ou un petit cœur, et donc il va beaucoup voyager, ce like. Si je like votre profil Facebook sur votre téléphone, le like ne va pas traverser la table, il va traverser la Terre entière. Ouais. Il va rejoindre une antenne 4G au-dessus de nos têtes, filer dans un réseau de fibre optique sous les trottoirs de Paris, puisque nous sommes à Paris. Il va ensuite glisser certainement jusqu'à la côte atlantique française, puisque ce like a été probablement émis sur un réseau social américain. Il va traverser via un câble sous-marin l'océan Atlantique à 200 000 km/s, c'est la rapidité, c'est la vitesse du voyage d'un like dans la fibre, être stocké dans plusieurs centres de stockage de données côté américain, plusieurs toujours, parce qu'il faut redonder le like. Si jamais il y a une usine à like, un data center qui tombe en panne, il faut qu'un autre data center prenne le relais pour que vous puissiez liker à l'envi sans aucune coupure de courant. Et puis après, il va faire chemin inverse à travers à nouveau l'océan Atlantique et arriver jusqu'à votre téléphone. Et donc derrière un simple like, il y a en fait une infrastructure qui, selon Greenpeace, est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite. Ça représente quoi d'ailleurs? C'est alors je ne sais pas, milliers, centaines de milliers, millions de kilomètres de câbles, ça représente quoi? Les câbles sous-marins, c'est 450 câbles. Ouais. Qui totalise 1,2 million de kilomètres. 1,2 million. Ces câbles, pendant un temps, l'information et les datas transitaient via les satellites. Mais la bande passante pour les satellites est beaucoup moins efficace, beaucoup moins puissante que pour les câbles sous-marins. Et donc ce match entre câbles sous-marins et satellites a été remporté dans les années 80 par les câbles sous-marins. Et donc 95% de données ne traversent pas les airs, elles voyagent au fond des mers. Donc nos likes sont littéralement dans les détroits, dans les deltas. Ce sont des infrastructures extrêmement critiques. On n'en parle pas trop souvent. Écoutez, en temps de guerre, la première chose qu'on coupe, c'est un câble sous-marin. Alors, on a tendance à l'espionner, mais on peut aussi vouloir le couper. Beaucoup d'inquiétudes autour de certains câbles stratégiques européens en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, on préfère ne pas parler des câbles. Souvent, j'ai entendu dire, le meilleur câble, c'est celui dont on ne parle pas, de sorte que l'infrastructure reste invisible et donc protégée. Voilà. Nous sommes des colocataires de cette infrastructure très stratégique. Alors, quand on parle de sobriété numérique, Arnaud Rérol, ça veut dire quoi pour vous, ces mots, sobriété numérique? Et puis peut-être, ça va permettre d'enrichir la question, est-ce que vos interlocuteurs, vos clients, c'est une notion qu'ils commencent à intégrer à leur plan stratégique?
Oui, non. Alors la sobriété numérique, c'est on commençait à comprendre que le numérique n'est pas une ressource illimitée de par les impacts environnementaux qui sont nécessaires pour construire cette infrastructure. Et puis aujourd'hui, surtout pour stocker toute l'information qu'on met dans le cloud. En fait, et pour construire les outils, les smartphones, les ordinateurs dont on a besoin. Souvent, on nous dit que ces terminaux, ils sont recyclables. Mais en fait, l'essentiel, la petite puce, elle n'est pas recyclable. Et c'est elle qui nécessite le plus de métaux rares et dont on va manquer. Et puis qui a un impact environnemental astronomique en termes d'eau, d'énergie nécessaires à leur fabrication. Bon, donc c'est pas immatériel, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Que ce qu'on imagine. Et donc là, l'autre aspect de la question, la prise de conscience. La prise de conscience, elle est difficile parce qu'on est encouragé à toujours plus de numérique, à de nouveaux usages. Et on est, on va dire, sur des usages assez débridés aujourd'hui. Et récemment, dans les organisations, dans les entreprises, on est passé dans le cloud. Parce que c'est assez récent, ça a 3-5 ans maximum, cette démocratisation du cloud. Et ça a fait sauter tout un tas de limites. Chacun peut s'en rendre compte. Plus de limites sur les tailles de pièces jointes. Plus de limites sur les espaces de stockage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On accumule. Alors qu'avant, on avait quelques pratiques de nettoyage, d'organisation. On ne déposait pas sans réfléchir un document sur un serveur parce que c'était long. Il fallait attendre. Maintenant, tout est instantané. On ne fait plus attention à tout ça. Donc, on s'est quand même assez, on a pris de mauvaises habitudes qu'il faut arriver à corriger aujourd'hui, parce que tout ça, c'est un gros gaspillage. On stocke de l'information sur laquelle on ne revient jamais. Comme l'information n'est pas organisée à l'échelle de l'entreprise, chacun se rapatrie une copie de cette information pour l'organiser à sa convenance. Donc, on duplique et on conserve. Et pour vous, Guillaume Pitron, sobriété numérique, ça veut dire quoi ? D'abord, c'est un terme qui me pose problème. Pourquoi ? Je pense que le mot modération peut être le bon, etc. Mais sobriété à l'heure de l'Internet des objets, de l'Internet des animaux, de l'Internet des plantes, du métavers, des NFT, des crypto-monnaies, c'est quoi la sobriété ? C'est notre usage du numérique des années 2000. On n'y reviendra jamais. Donc en fait, on est à un effet cliquet. En revanche, je crois à la modération. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui une gratuité, une simili-gratuité d'Internet. Comme vous savez, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, vous surconsommez, en échange de quoi vous donnez vos données. Donc il y a un impact environnemental à cette surconsommation et aux données que vous donnez. Et ça, effectivement, on peut vraiment travailler sur ces usages-là. On peut aussi travailler sur les infrastructures, sur les interfaces, les téléphones portables, les tablettes. Ça, c'est comme une grande part de la pollution numérique. Comment est-ce qu'on garde ces outils plus longtemps ? Comment est-ce qu'on les répare ? Après, c'est vrai que ce mot sobriété, qui est un beau mot, est un mot qui, encore une fois, me pose problème parce que je pense qu'on ne reviendra jamais à la sobriété, sauf à revenir à une façon d'utiliser Internet qui de toute façon ne se produira plus jamais. C'était il y a 15 ans. Mais c'est une vraie question, par exemple, vous l'avez évoqué, on en parlait justement que l'interview démarre sur le métavers. Donc le rêve de Mark Zuckerberg, le patron, d'ailleurs Facebook s'appelle Meta maintenant évidemment, c'est que les 7 milliards d'individus aient un double numérique. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On ne s'est pas posé cette question-là avant que ça démarre et que la machine soit lancée, quoi. D'abord, en termes d'infrastructure, d'outils, d'objets, c'est pareil, il faut des casques. Enfin bon, c'est aussi l'objectif de vendre des objets. Bien sûr. D'abord, vous avez prononcé le mot double numérique, c'est intéressant. L'Internet, le virtuel ne vient pas remplacer le réel. Le mot double numérique nous dit qu'il s'additionne au réel. Donc toute cette virtualisation, on parle de dématérialisation, n'en est pas une. C'est une surmatérialisation, c'est une nouvelle matérialisation qui s'ajoute à la première matérialisation qui est mon existence physique. Je vais me tuer pour commencer à exister dans le métavers. Donc ça dit bien qu'il n'y a pas de moindre impact environnemental, il y a un sur-impact environnemental. Quant à vous dire précisément cet impact, il est colossal parce que c'est l'addition de tas de technologies, la 5G, des puces ultra puissantes qui seront demain à 3, 2, 1 nanomètre, avec les impacts environnementaux de la production des puces, notamment à Taïwan, mais c'est aussi davantage de câbles, c'est plus de stockage de données, c'est les casques, etc. À telle enseigne, je me pose la question, mais est-ce que ce métavers est techniquement faisable ? Là, on nous parle, on se demande comment on va se chauffer à 19 degrés cet hiver, et là, on nous parle de métavers. Donc oui, je crois qu'effectivement, la question technologique, elle se pose avant même de savoir si, politiquement, dans nos rêves, c'est réalisable. Oui, et Arnaud Reyrolle, la question qu'on devrait se poser sur ces métaux rares, vous nous l'avez dit, c'est écrit dessus, des métaux rares. Donc il y a un moment où on n'en aura plus suffisamment. Donc c'est les réserver pour des usages dont on a vraiment besoin.
Oui, et puis c'est être plus économe, donc c'est-à-dire commencer à imaginer des équipements qui puissent tenir dans la durée. Donc ça veut dire aussi des logiciels et des services en ligne qui soient adaptés à des équipements qui soient conçus aujourd'hui, qui puissent durer encore 5 ans. Alors aujourd'hui, on a plutôt de l'obsolescence qui est quasi programmée, où on nous incite, si ce n'est pas nous obliger, à renouveler notre smartphone et notre équipement, l'infrastructure qui va avec. Ça veut dire, je reviens à votre cœur de métier, vous évaluez l'impact carbone d'une transformation numérique dans une entreprise. Comment vous guidez en fait ces choix qui sont des choix stratégiques? Ce qui ne se voit pas compte pas, quelque part. Et on a du mal à se rendre compte que nos usages émettent du CO2, ont un impact négatif sur la planète. Donc l'objectif, il est assez simple, c'est du bon sens, c'est d'essayer de rendre visible nos pratiques au quotidien, enfin l'impact de nos pratiques au quotidien. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on permet à un utilisateur lambda dans l'entreprise de voir sur les 12 derniers mois ces émissions CO2 liées aux envois de mails, à sa gestion des fichiers, à ses espaces de collaboration. Alors il va avoir une valeur qui ne va pas forcément être très parlante pour lui, mais en tout cas, il y a une chose qui va tout de suite l'interpeller, c'est la dynamique. C'est que dans la majorité des cas, 90% des cas, ça croît. Et ça croît significativement, 25, 50%. Donc on n'est pas sur la bonne trajectoire, parce que chacun d'entre nous a envie d'être le plus aligné possible avec les accords de Paris. On a envie d'être un citoyen qui tient compte de l'enjeu environnemental. Et on se rend compte qu'au travail, on est sur une trajectoire différente. Donc ça, c'est le premier élément. Ouais. Après, il faut donner des clés aux collaborateurs, parce qu'ils ne sont pas non plus totalement... Oui, comment faire pour inverser cette courbe? C'est pas si simple que ça. Nos pratiques sont interdépendantes les unes des autres. Voilà. Donc on peut les accompagner. Et après, on a le numérique, peut-être aussi la solution, parce que là, je suis en train de... On Bien sûr. Des effets négatifs. Bien sûr, il y a des effets positifs. Voilà. Là, en l'occurrence, on essaie d'utiliser la data, qui est du numérique, pour essayer de créer la nécessité de changer ou la renforcer. Et puis ensuite, par des mécanismes, des nudges, de la gamification, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire créer des petits challenges pour encourager les petits efforts qui vont produire dans les routines quotidiennes des changements d'habitude qui, petit à petit, vont s'inscrire et vont être naturels pour les collaborateurs. Et ce sont des petits bénéfices du quotidien, mais qui élèvent la conscience environnementale. Et le jour où on a des décisions à plus fort impact, par exemple renouveler son équipement ou ne pas renouveler son équipement, ou j'arrive dans une entreprise, j'accepte que la politique de l'entreprise, c'est de me donner un équipement qui a déjà servi à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas en fin de vie. Voilà. Ça nécessite qu'il y ait une conscience environnementale qui soit suffisante pour que ce soit une politique effective au sein des organisations. Donc ces petits gestes du quotidien visent surtout à changer la culture. Et là, on peut changer la donne au sein des organisations. Guillaume Pitron, il y a cette idée d'un numérique qui s'auto-équilibre, ou qui pourrait essayer de s'auto-équilibrer. D'abord, il faut être honnête, il y a des impacts environnementaux positifs du numérique, et grâce au numérique, on est capable de modéliser l'évolution du changement climatique, et d'ici la fin du siècle, c'est fort utile. Et en même temps, il y a effectivement ces impacts négatifs, et personne aujourd'hui n'est capable de dire quel est le seul. Donc c'est difficile de le savoir. Donc on peut, dans un monde idéal, espérer l'équilibrer. Je vous avoue que je suis assez inquiet quant à cette perspective. On est dans une espèce de fuite en avant de cette consommation numérique qui est censément gratuite et même présentée comme impalpable. Donc on a du mal à en percevoir les enjeux écologiques. Néanmoins, je vous rejoins complètement sur le fait que tout commence par l'éducation et que c'est sur cette base d'éducation à cette pollution invisibilisée, délocalisée qu'on peut agir. Et pour les entreprises, c'est d'autant plus utile que c'est un enjeu de réputation, c'est un enjeu de ressources humaines, parce qu'il faut embaucher demain des employés qui ont les valeurs de la génération Greta, et donc il faut les convaincre de ça. Et c'est un enjeu financier, ça coûte cher, le numérique à tout crin, les équipements, etc. Donc pour les entreprises, ces trois enjeux-là, éducation, réputation, ressources humaines et finances, ce sont des arguments forts pour un numérique plus propre, plus responsable. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, publié aux éditions Les Liens qui libèrent, et donc lauréat de ce prix environnement remis par la Fondation Veolia. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Rafik Keffache. Bonjour, vous êtes le fondateur d'Heliosand. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Racontez-moi. Bonjour, on a créé Heliosand en 2020, donc en plein Covid. Vous imaginez, une start-up montée en plein Covid. Donc on a dû rassembler tous les ingénieurs et puis le matériel dans une maison.
On a préféré se mettre à la campagne. On a eu la chance de pouvoir le faire. Et donc, voilà, imaginez-vous toute cette énergie intellectuelle enfermée dans la maison. Et on a créé des prototypes en l'espace d'une année qui aujourd'hui intéressent plusieurs grands groupes. Donc on parle de four solaire, c'est ça? Expliquez-moi, comment ça marche? Donc, imaginez comme quand vous étiez petit avec une petite lentille pour essayer de brûler quelque chose avec, mais en beaucoup plus grand. Donc on concentre les rayons du soleil, c'est-à-dire qu'on produit de la chaleur. Alors on confond souvent l'énergie solaire avec l'énergie électrique. Le soleil, c'est de la chaleur, on s'en rend bien compte en été. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette chaleur et on la concentre pour atteindre de très très hautes températures. Donc imaginez-vous une machine totalement indépendante, sans électricité, qui arrive à produire des températures qui dépassent les 1400 degrés. Ouais, avec évidemment beaucoup d'usages. On va parler d'un premier usage avec un marché que vous avez signé avec EDF. De quoi s'agit-il? Oui, alors on est dans le process de se faire accepter par la hiérarchie, mais l'idée c'est qu'EDF a beaucoup de déchets industriels dans ses barrages, beaucoup de déchets minéraux, c'est des boues, et ils ne savent pas quoi en faire. Et aujourd'hui, l'État les oblige à trouver une solution. En l'occurrence, notre solution est la meilleure puisqu'on peut compacter, sécher et puis fondre ces déchets qui ensuite peuvent aller dans des tas de process industriels. Notamment, on peut le mettre par exemple dans le BTP, ça peut aller dans le béton. Ou encore, ça peut aller dans l'industrie du polissage, où il y a des tas d'applications. Il y a beaucoup d'autres usages de notre technologie, vous voulez dire? Oui, pour décarboner l'industrie, en fait, parce que c'est ça l'objectif. Comment est-ce que l'industrie pollue? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on dit décarboner, mais moi, j'aime bien le mot polluer parce qu'il est véridique. Elle pollue en produisant de la chaleur. Donc, une usine, la majorité de sa pollution vient du fait de produire de la chaleur. Et l'énergie solaire, comme je vous disais, c'est de la chaleur. Donc, tout ce qui chauffe, les incinérateurs, les fournaises, toute application énergétique thermique peut être remplacée par notre énergie. Et aujourd'hui, avec les crises énergétiques qu'on est en train de vivre, notamment avec le gaz, toutes les industries qui utilisent le gaz, par exemple pour recycler le plastique ou quoi que ce soit d'autre, on est capable de remplacer ces mécanismes les jours où il fait beau. Oui, alors c'est ça, il y a une question quand même, c'est que vous êtes tributaire de l'ensoleillement. C'est ça. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous installer partout? C'est quoi l'idée? Prenons le pire des cas. Le nord de la France, par exemple, à Lille, il fait beau 100 jours par an. Donc sur un tiers de l'année, il fait beau. Donc aujourd'hui, si votre facture de gaz est multipliée par 10, vous allez être content de pouvoir couper le gaz un tiers de l'année. C'est une forme d'hybridation. Aujourd'hui, on comprend entre le zéro carbone et puis la pollution totale. Il y a une solution intermédiaire qui est l'hybride. Et donc, je comprends que c'est une solution complémentaire. J'imagine que votre téléphone, il doit pas mal sonner en ce moment avec cette crise énergétique. Oui, alors on est beaucoup sollicité, notamment par des industries allemandes aujourd'hui qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte. Alors moi qui suis innovateur, je ne pensais pas avoir à gérer ce genre de situation. J'ai quand même des coups de fil assez alarmants, des gens qui sont terrifiés, qui ne savent pas quoi faire. Donc on est content de pouvoir essayer d'apporter quelque chose, mais je vous avoue que c'est pas facile de les voir comme ça. C'est surtout les incinérateurs en Allemagne qui sont les plus paniqués. Et voilà, ça ouvre quand même des perspectives pour votre entreprise. Merci Rafik Kefash, bon vent, ou plutôt bon soleil à Héliosand. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.